Bonjour à tous, je vous suggère que nous démarrions cet atelier sur le financement de l'innovation. On me dit de vous dire, et donc je vous dis, dans ce document qui vous a été remis à l'entrée, il y a la possibilité d'interagir avec un QR code à flasher et la possibilité, si vous le souhaitez, d'écrire et de poser par écrit des questions. Ces questions arriveront à Charles Battista, notre modérateur, qui interviendra dans le débat. On va rentrer dans... Bon, le financement de l'innovation, évidemment, c'est quelque chose qui est essentiel. Évidemment, c'est aussi un sujet d'actualité aujourd'hui. La question de l'investissement, des délais d'amortissement, les débats en cours montrent l'importance dans cette situation économique des problématiques liées à l'investissement. Et évidemment, quand on n'investit pas sur des machines anciennes, on investit sur des choses nouvelles. Donc la question de l'innovation est évidemment au cœur de tout ça. On a choisi une formule atelier et pas conférence, et donc une table ronde. 3 participants à cette table ronde. Laure Reinhardt, qui est directeur des participations et de l'innovation de la BPI, Stéphanie Savel, qui est la présidente de WICID, et puis Loïc Bourdi, qui est chargé d'investissement ou directeur de participation, je ne sais pas comment on dit, responsable de participation de Calao Finance, qui est un fonds, et Loïc développera un petit peu plus. On fait un pari. J'ai demandé à nos intervenants de faire un pitch de 3 minutes, de façon à pouvoir vous laisser le maximum la parole et qu'on puisse avoir pendant une bonne demi-heure un échange, des questions et des réponses. Évidemment, on est prêt à développer des points si vous n'avez pas ces questions, mais notre parti pris est de pouvoir échanger avec vous largement sur toutes ces questions. Écoutez, voilà, je donne la parole à Laure Reinhardt, donc pour la BPI, pour quelques minutes. Merci. Je vais essayer de relever ce challenge de 3 minutes. Laure Reinhardt, je suis responsable des partenariats à la direction innovation de BPI France. BPI France, vous le savez, c'est le rapprochement d'Oseo, du FSI et de CDC Entreprises. Et comme nous l'avions fait il y a quelque temps, nous avons fusionné l'ensemble des métiers du financement français. On l'avait fait avec Oseo, puisque Oseo, c'était le rapprochement d'une agence de financement de l'innovation et d'une banque. Aujourd'hui, on a la fusion d'une banque et d'une société d'investissement. Ce qui nous permet, évidemment, d'apporter une solution à toutes les phases, je dirais, de l'entreprise, de la toute petite jusqu'à la très grosse, puisque nous avons des parts, par exemple, dans France Télécom, puisque le FSI avait investi des parts de France Télécom. Nous travaillons systématiquement en partenariat, on va dire, donc en co-investissement ou en cofinancement. Jamais nous n'apportons de financement global, soit un projet, soit une entreprise sur ces projets. Et donc ça, c'est une particularité. Nous travaillons avec les banques, nous apportons des garanties d'ailleurs sur un certain nombre de leurs prêts. Nous travaillons avec d'autres entités qui financent l'innovation, par exemple les régions. Et puis, bien évidemment, nous co-investissons systématiquement avec d'autres. Alors, l'innovation, c'est le cœur du projet de BPI France, puisque la direction de l'innovation est la seule qui réunit au sein de cette direction à la fois des personnes qui travaillent sur le financement et des personnes qui travaillent sur l'investissement. Ce qui nous permet de façon extrêmement claire de mettre en place, de définir, de concevoir des produits qui permettent effectivement, je dirais, d'accélérer quelque part les entreprises et de préparer éventuellement un tour de table. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place un plan d'action commun à l'ensemble de la direction, donc qui comporte 3 volets. Le premier, c'est la simplification. Ça, je pense que personne dans la salle nous dira que les choses sont trop simples. Les choses sont toujours très compliquées et très compliquées pour les chefs d'entreprise. Donc, on fait un effort important pour essayer de simplifier les dispositifs.
On est passé de 15 à 1 formulaire, par exemple, c'est un exemple. Et on a accéléré effectivement les dispositifs, les process d'instruction. Le deuxième volet, c'est le volet de l'accompagnement. Et ça, je crois que c'est très très important. Il n'y a pas de financement, il n'y a sûrement pas de financement public sans accompagnement. On voit bien que si on lâche des entreprises, notamment les plus petites et les plus jeunes, dans un monde difficile, hein, eh bien, il faut qu'elles soient accompagnées. Alors, on ne dit pas qu'il faut qu'on prenne la place du chef d'entreprise, bien évidemment, mais il faut qu'on le prépare. Voilà, donc l'accompagnement est quelque chose de très important et on essaye de graduer nos fonctions d'accompagnement en fonction de la taille de l'entreprise, bien évidemment. Et le troisième volet, c'est le continuum de financement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on essaye d'apporter à chacune de ces entreprises, petites ou grandes, des dispositifs adaptés en fonction des différentes phases du projet ou de l'entreprise. Juste un mot sur une nouvelle vision de l'innovation. Donc, comme l'a dit, qu'est-ce qui a dit ça tout à l'heure? C'est Frédéric Benin. Nous avons travaillé donc en 2014 afin de définir avec l'ensemble de nos partenaires une nouvelle vision de l'innovation, qui est une vision d'innovation non technologique et qui comprend un certain nombre d'axes sur lesquels on a travaillé. Donc, je fais un peu de pub, donc dans le cadre de ce petit document qui s'appelle Innovation nouvelle génération, que vous pouvez vous procurer en le téléchargeant sur Internet. Et je reviendrai éventuellement là-dessus pour des questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphanie sur WeSeed. Alors WeSeed en 3 minutes. WeSeed est donc une plateforme de crowdfunding en equity, donc financement participatif qui permet l'investissement au capital de jeunes entreprises innovantes. Elle a été créée en 2008, donc c'est la première plateforme en France, en Europe et dans le monde qui a été créée. Je ne le dis pas pour la gloriole de WeSeed, mais pour une fois la France était vraiment pionnière, donc c'est bien de le rappeler. Aujourd'hui, WeSeed, c'est 43 000 membres, investisseurs potentiels et investisseurs actifs, qui ont financé 54 startups, donc depuis 2009, où la date de mise en ligne de la plateforme, 54 startups pour un peu plus de 18 millions d'euros d'investissement. Les tickets d'investissement par projet vont de 100 000 euros minimum à 1 million d'euros, dans le cadre de la réglementation nouvelle sur le crowdfunding de octobre 2014. Et d'ailleurs, nous sommes conseillers en investissement participatif, donc ça nous permet d'aller jusqu'à 1 million d'euros. Les tickets individuels sont très variables. On s'est fixé comme mission, c'est un peu ambitieux, mais quand même, on est très attaché chez WeSeed à démocratiser l'investissement des particuliers dans le non-coté. Et pour concrétiser ça, on accueille et on permet à des particuliers d'investir à partir de 100 euros au capital de start-up. Et bien sûr, il n'y a pas de maximum. Les gros tickets sont les bienvenus et on a d'ailleurs des investisseurs qui sont susceptibles d'investir 100 ou 150 000 ou 200 000 euros dans un projet. Le ticket moyen est de 3 000 euros, mais vous voyez que l'écart type est quand même très large. On a quelques caractéristiques qui sont vraiment l'ADN de WeSeed. La première de ces caractéristiques, c'est que WeSeed a développé une approche très entrepreneuriale du financement. C'est-à-dire qu'au-delà de la levée de fonds, et je vais rebondir sur ce que disait Laure Reinhardt, on a une politique active d'accompagnement des startups jusqu'à la sortie de l'investissement. Donc on ne se contente pas de lever des fonds sur la plateforme, on va au-delà. La deuxième caractéristique, c'est qu'on regroupe les investisseurs pour chaque investissement au sein d'une holding dédiée à chaque projet. Autrement dit, l'entrepreneur peut avoir 350 ou 400 ou 500 actionnaires, mais il a un seul représentant, un seul actionnaire, qui est le représentant de la holding, qui systématiquement a un siège dans un des organes de gouvernance de la start-up, ce qui facilite grandement la relation actionnariale, ce qui autorise et permet aussi une meilleure protection des actionnaires minoritaires, qui sont regroupés, sont plus forts, et ce qui permet un autre truc, et on en parlera peut-être avec Luc tout à l'heure, de faciliter aussi les co-investissements, puisque là aussi, les fonds d'investissement, quand vous parlez de crowdfunding, ils ont plutôt tendance à partir en courant. Et quand vous parlez de holding, évidemment, qui regroupe tous ces investisseurs, ils reviennent aussi en courant. Donc on fait pas mal de co-investissements. Et c'est d'autant plus utile et pertinent qu'on a deux secteurs phares chez WeSeed en matière d'innovation, qui sont d'une part le secteur santé, biotech, medtech,
donc des projets qui sont assez capitalistiques, et donc on est souvent, on a besoin de faire des co-investissements. Et puis le secteur des clean tech et de la transition écologique, là aussi assez capitalistique, donc là aussi des co-investissements des deuxième et des troisième tours. Puis après on a deux autres secteurs un peu plus traditionnels, j'allais dire, qui sont le numérique et l'industrie et les services. Et donc vous m'arrêtez quand je déborde. On n'est pas loin. On a donc sur ces secteurs fait le pari et le choix d'embaucher en interne des experts thématiques, des gens jeunes mais très calés, dont Elodie, qui est une représentante. On a une docteure en biophysique qui nous permet d'avoir des analyses et une sélection extrêmement pointue des projets. Et on a un processus de sélection aussi très structuré et très carré, avec une particularité qui est d'associer notre communauté d'investisseurs à la préqualification des projets. Donc on teste les projets auprès de notre foule d'investisseurs et c'est après cette préqualification que les équipes internes de WeSeed procèdent au due diligence habituel des fonds d'investissement. Je m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup et désolé. Loïc, Calao Finance. Calao Finance. Alors, Calao Finance, on est une société de gestion. On a été créé il y a un peu moins de 5 ans. On gère deux typologies de fonds. Alors, des fonds qui sont destinés aux particuliers à travers des FCPI, des FIP, et des fonds qui sont destinés aux institutionnels à travers des FCPR. On a deux grandes thématiques d'investissement. Une première thématique qui est les innovations stratégiques, et la deuxième qui concerne l'art de vivre. En termes d'innovation stratégique, on va cibler certains secteurs d'activité: l'aérospatial, domaine maritime et sous-marin, l'efficacité énergétique, techno de l'information et la sécurité numérique. C'est un premier secteur qui est assez techno, et on cible tout ce qui est donc le core business, mais également les produits et services associés à ces secteurs d'activité-là, pour avoir un champ d'investissement assez large. La deuxième thématique est l'art de vivre. Donc là, c'est tout ce qui touche à l'univers de la personne. Donc ça va de la cosmétique, en passant par le luxe, en allant jusqu'à la gastronomie, le loisir, le multimédia et le sport. On est alors une équipe de financiers dans l'équipe de gestion de 5 personnes. Et pour chaque secteur d'activité qu'on cible, on a un expert sectoriel qui est membre de l'équipe et qui est sollicité pour chaque dossier qu'on analyse. Alors, ces personnes ne sont pas sollicitées à la mission, mais sont membres de l'équipe, donc ça veut dire qu'ils sont actionnaires des fonds et pour certains de la société de gestion. Donc il y a un vrai intérêt pour eux dans la sélection, mais également dans le suivi, parce que Calao, donc comme WeSeed et comme la BPI, a vocation à accompagner donc, les sociétés dans lesquelles on investit. On est membre des... alors, on appelle ça conseil d'administration, conseil stratégique, board, en fonction de la gouvernance qui a été mise en place, mais on est présent dans les organes pour participer aux décisions stratégiques. Alors, soit c'est une personne de l'équipe de gestion, soit c'est un expert sectoriel en fonction du temps qu'il a à apporter. Et en termes d'experts sectoriels, on a des personnes comme Fabrice Boé, qui est un ancien DG d'Hermès, qui est passé par Lancôme et Prisma Presse aussi. Pour le sport, on a Hubert Auriol, donc qui a gagné le Paris-Dakar, mais qui l'a aussi géré, donc il y a une vraie entreprise business. Et puis d'autres, un peu moins connus du grand public, mais qui ont des parcours professionnels dans la partie techno et innovation stratégique. Actuellement, on a une 50aine de participations. On gère une 50aine de millions d'euros, et en termes de tickets d'investissement, on va de 250 au million d'euros. Et sur la plupart des deals qu'on a fait, on a co-investi avec des confrères ou des plateformes de crowdfunding comme WeSeed. Merci beaucoup. Si ça vous convient, je vous en prie, avez-vous des questions? Est-ce qu'on peut démarrer un débat ensemble? Alors je vous en prie. Daniel Canto, j'accepte.com. Et là, je vais vous poser une question portant plutôt sur l'innovation sociale. J'entends par là les porteurs de projets d'innovation sociale, petites et grandes entreprises ou associations, qui cherchent à répondre à des enjeux. Donc, je disais innovation sociale, donc les porteurs de projets, entreprises ou associations qui cherchent à répondre à des enjeux sociétaux majeurs, par exemple sur le champ du handicap, de la dépendance, etc. Alors, donc BPI France, par rapport à l'innovation sociale, qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour BPI France? Quelles actions?
Notamment quelles actions en matière d'accompagnement. Si on fait le parallèle avec, par exemple, le programme accélérateur qui est porté, accélérateur de PME qui est porté par BPI France et qui consiste à permettre à des PME de se transformer en ETI, et donc elles ont un accompagnement avec différentes briques, quelque chose d'assez solide. Est-ce qu'il existe pour les porteurs de projets d'innovation sociale des briques d'accompagnement? Est-ce qu'il existe du reste des briques sur le cœur métier de BPI France, c'est-à-dire financement, investissement? Alors l'innovation sociale chez BPI, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque je dirais qu'à la fois les contraintes réglementaires européennes et les contraintes de l'État nous ont incité depuis des années à aller plutôt sur des projets d'innovation technologique de rupture. Or, l'innovation sociale, ce n'est pas que ça. Évidemment, on peut trouver des projets d'innovation technologique en innovation sociale, mais on n'était pas tout à fait dans le bon référentiel. Donc, quand nous avons travaillé donc, justement sur une vision plus ouverte de l'innovation, nous avons identifié l'innovation sociale comme une des thématiques donc principales, une des thématiques, voilà, une façon, enfin, une des thématiques qui pourrait être accompagnée par BPI France. En parallèle de cela, l'État, et en particulier le secrétariat d'État, alors je ne sais plus exactement lequel, parce que bon, il y en a beaucoup. Bon, bref, donc un des secrétariats d'État donc sous la responsabilité d'Emmanuel Macron, précédemment Montebourg, nous ont demandé de mettre en place un fonds d'innovation sociale. Et nous avons travaillé avec un certain nombre d'associations, dont l'Avise, et puis dont, je dirais, des entreprises comme Ashoka, enfin des entités comme Ashoka ou comme Make Sense, justement pour définir un petit peu ce que c'était que cette innovation sociale, la qualifier, et donc travailler sur ce que nous pouvons et accompagner, ce que nous ne pouvons pas accompagner. Alors, on a mis en place donc, ce fonds d'innovation sociale avec 9 régions, donc c'est en cours de signature, hein, malheureusement ça prend beaucoup de temps. L'objectif de l'État, via les investissements d'avenir, était une répartition de financement entre l'État et un certain nombre de régions. Donc, par exemple, la région Île-de-France est signataire avec nous, et donc on va y mettre de l'ordre de 4, 5, 6 millions d'euros de part et d'autre sur une durée de 2-3 ans. Qui vont nous permettre de financer des projets d'innovation sociale. Ça, c'est là pour la première question. Alors, en gros, hein, c'est de l'avance remboursable et de la subvention au démarrage et de l'avance remboursable ensuite. Voilà, et on peut le faire, à la limite, donc, dans ce programme avec les régions ou en dehors de ce programme sur les subventions. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement des entreprises, je dirais que là, on est un petit peu moins bien outillés, on va dire, parce que très probablement, les innovateurs sociaux sont des gens qui ont probablement besoin, encore plus que les autres, de travailler sur leur modèle, voilà, sur leur modèle économique en particulier, parce que, évidemment, une entreprise d'innovation sociale, elle ne peut être pérenne que si elle a un modèle économique qui est lui-même pérenne. Voilà, pérenne. Voilà. Donc on a un petit peu moins de dispositifs possibles. On s'appuie évidemment sur le réseau Entreprendre, on s'appuie aussi sur le réseau Initiative, qui ont des actions dans ces secteurs-là, justement pour accompagner les entreprises. Voilà. Nos chargés d'affaires n'ont pas toujours la disponibilité pour le faire en direct. Merci beaucoup. Le crédit coopératif, historiquement, Dominique de Margerie fait pas mal de choses dans le secteur, et je sais qu'il y a un fonds en cours de constitution pour la fin du mois de mai sur ce secteur. Mais Stéphanie, vous avez des choses aussi à dire sur... Oui, sur le sujet de l'innovation sociale ou sociétale au sens large. Au-delà de avant même l'accompagnement, je crois qu'il y a une problématique assez nouvelle et qu'on ne s'est pas tellement bien abordée en France, qui est celle du financement de cette innovation sociale et du comportement d'investisseurs face à ces projets-là. Et je crois que là, c'est aux investisseurs de changer de paradigme, parce qu'on ne peut pas nécessairement avoir le même retour sur investissement ou attendre le même retour sur investissement. Et la motivation d'investissement, du coup, doit être différente.
Et on voit sur les plateformes de crowdfunding, à l'inverse, que du coup, ces projets-là ont pas mal de succès parce que les investisseurs particuliers, au-delà du retour sur investissement financier, recherchent la création de valeur sociétale. Je ne parle pas du côté affectif, parce que je veux sortir de ces schémas, aussi de ces idées reçues, le coup de cœur affectif, on fait dans le social, et blabla, et blabla. On peut avoir une motivation en tant qu'investisseur à chercher cette création de valeur sociétale. Une fois qu'on repose la problématique du financement de l'innovation sociétale en termes de financement et en termes de motivation des investisseurs, je pense que du coup on peut ouvrir le champ beaucoup plus largement des méthodes et des modes de financement. Et on essaye justement avec le crédit coopératif qui est un de nos partenaires chez WeSeed, on va mettre en place des modes de financement un peu innovants. Il faut qu'on fasse bouger un petit peu la réglementation là encore malgré tout, autour du financement notamment du modèle coopératif qui est aussi porteur de beaucoup d'innovations, qui est très méconnu en France, assez décrié, ou en tout cas méconnu, on va dire ça, mais qui est très créatif en matière de financement justement, et qui pourrait s'appliquer absolument bien aux innovations sociales et sociétales, quelle que soit la structure juridique qui porte le projet de l'innovation, que ce soit une coopérative ou pas une coopérative d'ailleurs. Merci. Bon, c'est le milieu de la table ronde, donc je propose une question impertinente, donc j'aimerais de la poser. Est-ce que vous financez vraiment l'innovation, ou ce que vous financez sont des entreprises qui font de l'innovation? Et si vous faites les entreprises qui font de l'innovation, est-ce que vous financez des entreprises qui sont en perte, qui sont en fonds propres négatifs, qui sont sur des délais de payback un peu plus longs que d'autres, qui sont, etc., etc. C'est-à-dire que l'innovation, c'est l'évolution de la fonction de production. Ça s'intègre dans une structure juridique, et vous, comme banquier, comme apporteur de capitaux, vous avez vos propres critères de risque, et ces critères de risque sont afférents à la totalité de la structure et pas seulement au projet d'innovation porté par cette structure. Est-ce que je me trompe? Et on commence par qui? Je vais bien commencer. Alors, tout dépend effectivement si vous êtes devant une équipe qui va faire du financement et une équipe qui va faire de l'investissement. L'équipe qui va faire de l'investissement, elle gère en général des fonds qui lui sont confiés et donc elle doit les rendre. Donc on ne peut pas se permettre d'accompagner trop d'entreprises, on va dire, avec des très forts risques. Néanmoins, on y va quand même de façon assez forte, puisque le fonds Large Venture, qui est un fonds qui repose sur les fonds propres de la banque, de la BPI, contrairement aux autres fonds que nous gérons en innovation, qui sont plutôt des fonds qui viennent du PIA ou d'autres partenaires. Alors, sur le fonds Large Venture, ce sont des tickets, nous participons à des tickets sur un 3e ou un 4e tour, avec donc des montants relativement importants. L'entreprise n'a pas forcément encore 1 euro de chiffre d'affaires. Hein. Voilà, et n'est pas rentable. Hein. On a investi dans Selectis, dans Serenis, dans des BV technologiques, du temps où ils n'avaient pas de chiffre d'affaires, hein, bien sûr. Donc ça, je veux dire, il faut savoir prendre le risque, puis on le prend. Alors, si je parle maintenant en tant que financeur de l'innovation, hein, le financeur de l'innovation, il a la chance de disposer encore aujourd'hui, j'espère que ça va durer, de fonds en provenance de l'État pour prendre effectivement le risque, pour garantir quelque part le risque. Et donc la seule chose qu'on demande aux entreprises, c'est de nous prouver qu'elles sont capables d'aller jusqu'au bout de leur projet. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si une entreprise vient me voir en disant voilà, j'ai besoin d'argent, je monte un projet, 200 000 euros, voilà, moi je peux lui dire, je peux vous apporter 100 000 euros de trésorerie, 100 000 euros d'avance remboursable en cas de succès, ou même 100 000 euros de subvention. Il faut qu'elle me montre qu'elle est capable de mettre le complément. Hein. Et moi je ne peux pas mettre le complément parce que les règles européennes ne me le permettent pas. Donc ça veut dire que soit elle m'apporte des fonds propres, soit elle m'apporte une commande, soit elle m'apporte autre chose qui me montre qu'effectivement elle va être capable de générer
les 100 000 € complémentaires qui vont lui permettre d'aller jusqu'au bout du projet. Sans ça, c'est de l'argent mis. Bon, voilà, c'est de l'argent pas utile, quoi. Voilà. Donc voilà comment je peux répondre là-dessus. Alors pour compléter un petit peu ce que dit Laure, nous en tant que fonds, alors en termes de sélection, on investit dans les sociétés qui ont déjà rencontré leur marché. Alors rencontrer leur marché, c'est assez large comme définition, mais il faut qu'il y ait déjà du chiffre d'affaires et des premières commandes. Après que l'entreprise soit à l'équilibre ou pas, c'est un autre sujet qui va rentrer dans l'analyse, mais les sociétés dans lesquelles on investit ne sont pas forcément à l'équilibre. Il faut qu'elles aient rencontré leur marché. On fait du capital risque et du capital développement et un petit peu de transmission. Mais après, ça va être la façon dont on va analyser donc le potentiel de l'entreprise, son développement, ses besoins, son business model. Enfin, c'est une analyse plus globale. Après, pour reprendre la question de est-ce qu'on finance de l'innovation, qui était un petit peu provocante dans le cadre de l'atelier. Alors nous, on gère, une partie de nos fonds sont des FCPI, donc c'est des fonds communs de placement dans l'innovation. Donc pour que l'entreprise soit éligible, il faut qu'elle soit considérée comme innovante. Alors, considérée comme innovante, c'est par le biais d'un label, notamment, délivré par Oseo. Donc il y a déjà une partie de l'innovation, donc déjà la réponse est déjà donnée. Après, on n'a pas... Dans le choix des sociétés, on ne choisit pas forcément les sociétés qui sont avec une forte composante techno. Alors on a deux thématiques, une thématique plutôt techno, donc là c'est assez facile de dire qu'on finance de l'innovation. Une autre, art de vivre, qui est un peu plus compliquée, mais l'innovation c'est pas forcément que de la technologie, ça peut être des façons de produire, ça peut être des façons un nouveau business model, et c'est cette partie-là qui est innovante et qu'on regarde et qu'on intègre dans notre analyse et qui va être prise en compte et qui apporte une valeur ajoutée, une barrière à l'entreprise qui permet du coup de dire qu'on finance de l'innovation. Merci. Je sais que Stéphanie a quelque chose à dire sur ce sujet. Oui, bien sûr, nous par construction on finance de l'innovation puisqu'on finance des entreprises en amorçage ou post-amorçage, donc les moments les plus compliqués, les plus difficiles à vivre et à financer d'ailleurs. On parle toujours du trou dans la raquette au-delà de 1 million d'euros, mais il y a beaucoup de trous dans la raquette avant 1 million d'euros aussi. Finalement, la raquette n'est qu'un gros trou. Donc, par construction, on finance de l'innovation, d'autant plus sur des secteurs comme les biotech ou les clean tech, qui ont la particularité, en particulier sur les clean tech, d'être des marchés émergents qui, par construction, nécessitent une évolution des modes de production et de consommation. Et donc on est sur de l'innovation, qu'elle soit d'usage, qu'elle soit technologique, ou qu'elle soit comportementale, qu'elle soit de consommation, ou qu'elle soit de production. Donc c'est le cœur en fait du financement des startups, enfin des startups en tout cas qui sont financées via WeSeed. D'ailleurs juste je fais un petit peu de pub parce que le revêtement de cette salle est le produit d'une startup financée par WeSeed qui s'appelle Fumemco. On dirait pas comme ça mais c'est super innovant. C'est fabriqué à partir du recyclage du tronc de bananier à la Martinique, voilà, avec un procédé super innovant. Voilà, donc c'est pas mal, c'est très beau, c'est très classe et c'est très écolo. Et donc on est par construction sur ce financement de l'innovation, d'autant plus que, puisqu'on est sur une question provocante, je vais me permettre une réponse aussi un peu provocante. On est en France dans une espèce de schizophrénie où on fait beaucoup de choses en matière de soutien à l'innovation, et c'est très bien. Et beaucoup de choses pour encourager à la création de start-up, et c'est très bien. Quand il s'agit de financer leur développement ou de soutenir leur développement, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on est quand même dans une organisation socio-économique où les marchés sont malgré tout relativement verrouillés par des grands champions nationaux, qui ont un rôle à jouer et qui font beaucoup de choses, mais qui rendent les marchés extrêmement difficiles à accéder pour les startups. Et donc elles portent l'innovation, et après elles ont un petit peu de mal à développer leur business quand même. Et donc il faut qu'il y ait du soutien à cette innovation qui met en général un peu de temps à pénétrer les marchés et à s'imposer. Donc c'est un cœur de métier extrêmement important. Et j'en parle d'autant plus à l'aise que je suis aussi présidente d'un réseau de business angels dans le développement durable. Excusez-moi, je suis un peu déformée. Où là aussi, les startups qu'on finance ont beaucoup de mal à trouver d'autres financeurs. Et on en a pas mal qui se plantent
parce que on est sur des secteurs capitalistiques, on est sur des secteurs émergents, on est sur de l'innovation, et que les relais de financement sont un peu compliqués à trouver, même si c'est créateur d'emplois, même si c'est des révolutions importantes. On est capable de discuter entre nous là, mais ouais, est-ce que vous avez des questions? Oui, je voudrais revenir sur le continuum d'investissement. Je suis le patron d'une PME qui est en train de devenir une ETI, et j'ai incubé une start-up chez moi qui s'appelle Memo-IT. Donc au début, c'est très sympa, on revient à l'ère de la start-up, c'est super, c'est très différent de développer une ETI. On finance, donc on finance depuis à peu près 2 ans, et puis un jour on fait les comptes quand même. Et puis, donc on arrive à une situation aujourd'hui où on commence à avoir des premiers clients, et on se dit ça serait bien d'aller chercher du financement. Sauf que le financement que j'ai envie d'aller chercher à l'extérieur, c'est pas quelques centaines de milliers d'euros, parce que j'ai déjà mis beaucoup plus d'1 million d'euros dedans. Donc le débat, c'est pas aller chercher 50 ou 100 000, ça je les mets très largement, je mets plus que ça tous les mois. Et donc si on veut passer finalement, on saute l'étape d'amorçage. On n'a pas encore beaucoup de chiffres d'affaires. Alors, à qui doit-on s'adresser? Parce que finalement, on est déjà dans du développement sans avoir beaucoup de chiffres d'affaires, mais avec des promesses intéressantes. Donc, j'ai l'impression d'être, on parlait de trou dans la raquette, mais j'ai l'impression d'être sur un business model un peu atypique où finalement, j'ai financé ma première partie et puis j'aimerais accueillir des fonds dans une deuxième partie, sans être pour autant une société établie. Je m'autorisais une question avant la réponse. Est-ce que votre entreprise contre-garantirait ce financement à affecter sur la partie start-up que vous avez incubée? Est-ce que vous, comme propriétaire ou comme actionnaire de l'entreprise, est-ce que vous amorcez la pompe en fonds propres permettant d'utiliser cet effort que vous feriez comme actionnaire, pas forcément en cash, en contre-garantie, permettant aux apporteurs de capitaux de monter sur le dossier? L'idée est plutôt de partager un risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends 100% du risque. J'arrive à un moment où j'estime que le risque commence à s'amoindrir parce qu'on a des premiers clients. Et donc, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure et de dire si j'accueille quelqu'un, ça va me permettre de me développer plus vite. Alors après, tout se discute sur un plan capitalistique, mais peut-être... Je me suis autorisé à vous poser cette question parce que, et pardon de faire de la pub pour la BPI, mais la BPI a évidemment, et notamment depuis 2008, un rôle clé en France, en cofinancement et en contre-garantie, et permet de mobiliser un volume plus important que le risque initial. Et je pense que c'est un petit peu la même approche que la question que je vous posais. Est-ce que dans ce cas d'exemple, la BPI étudierait ce type de dossier pour apporter une contre-garantie, un financement bancaire aux côtés du chef d'entreprise ou en cofinancement et puis là aussi, moi je vais laisser la parole aux investisseurs parce que je connais pas bien ce secteur de l'investissement au-delà de la phase d'amorçage ou au-delà des quelques premières années. Au niveau du financement, effectivement, les moyens qui nous sont donnés par l'État et par les possibilités, comme je le disais, on a des contraintes qui sont essentiellement quand même bruxelloises. On ne peut pas prêter au-delà d'un certain nombre de centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros. On a des règles qui sont quand même assez draconiennes, et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Néanmoins, les avances remboursables en cas de succès et les prêts à taux zéro pour l'innovation, on peut aller jusqu'à 3 millions d'euros par entreprise. Alors évidemment, si votre startine, enfin je ne sais pas comment spin-off, donc ou la start-up que vous avez intégrée, si elle est complètement intégrée dans votre organisation ou si elle est considérée comme une filiale, bon, à ce moment-là, on vous demandera effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y ait quelque part une espèce de garantie de votre part que si jamais l'entreprise s'arrête, pour une raison ou pour une autre, eh bien qu'on puisse partager véritablement le risque. Bon, voilà. Donc ça, c'est sur la partie plutôt RDI, recherche, développement, innovation. On a aussi mis en place un prêt qui s'appelle le prêt pour l'innovation, qui est aussi là pour accompagner donc financièrement l'entreprise sur les phases de mise sur le marché, qui est assez différent. Enfin, les types de dépenses sont assez différentes. Et on a la chance que ce prêt
à l'innovation soit maintenant garantie par la FEI, ce qui fait que ça nous permet effectivement d'aller jusqu'à quasiment 2 ou 3 millions d'euros également. Donc il y a des moyens aussi. Effectivement, à partir du moment où votre petite boîte va dépendre évidemment d'une entreprise plus grande, on demandera qu'il y ait une espèce de caution de la maison mère vers la petite entreprise. Il y a une question via... Oui, alors c'est une question de Madame Secrétaire Valérie qui demande, après l'amorçage et avant de faire du chiffre d'affaires, à qui s'adresser? À eux. En fait, vous avez répondu, merci. Oui, chez WeSeed, on finance des boîtes qui sont, comme je disais tout à l'heure, en post-amorçage, c'est-à-dire qui ont passé la preuve du concept, qui sont en phase de pré-commercialisation, qui n'ont pas encore le chiffre d'affaires, mais qui ne va pas tarder. Donc, typiquement à nous. Vos questions? On a une dizaine de minutes. Denis Thévenin, créateur du Miroir 360. Ça fait quelques années, 7 ans que j'ai déposé mon brevet et que je cherche quelques euros de financement et j'ai pas encore créé ma société puisque mon conseil général ne veut rien financer et je vais déménager rien que pour ça. Donc, mais en tout cas, j'ai envie de déménager dans un département, une région plus accueillante que la mienne pour donner plus de chances de succès au projet. Alors, chez WeSeed, on finance des sociétés qui sont créées, forcément, qui ont moins de 8 ans d'existence en général, mais il faut que la société soit créée. Donc, effectivement, je vous conseille de déménager. Il y a beaucoup de régions qui accueillent les inventeurs. Alors chez BPI, on a la chance de pouvoir disposer d'un dispositif qui s'appelle la Bourse French Tech. La Bourse French Tech, c'est un dispositif qui a été mis en place par Arnaud Montebourg et repris par Emmanuel Macron. Enfin, essentiellement, c'était quand même Fleur Pellerin. Il appelle ça la love money de l'État. Hein. Vous savez, au démarrage d'une entreprise, même en création, eh bien, on a besoin d'un certain nombre de moyens financiers pour vivre ou pour survivre ou pour faire avancer son projet. Et donc, en général, on va chercher la grand-mère ou le grand-père ou les parents pour financer. Là, c'est le même principe, mais c'est l'État qui vous apporte. Alors, qui peut vous apporter un petit peu de moyens financiers. Donc, c'est une bourse qui est délivrée par les charges d'affaires BPI France dans toutes les régions. Ça s'appelle une bourse, donc la bourse French Tech, et c'est de 30 000 € en subvention, avec un objectif véritablement de vous accompagner sur la première année de antécréation et création de l'entreprise. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que vous montriez, au-delà de votre brevet, que vous avez quelque part une idée assez précise du marché que vous voulez adresser. Hein. Il n'est pas question de financer quelqu'un qui pourrait dire j'ai eu une idée géniale le soir, machin, j'ai déposé un brevet, mais j'ai aucune idée à quoi ça peut servir. Donc il faut vraiment avoir travaillé un petit peu son business plan, son business model, et réussir à convaincre le chargé d'affaires que ce business model est viable. Ok, merci beaucoup. D'expérience, le démarrage est évidemment en recherche de financement quelque chose de difficile. Alors, il y a la réponse que Laurent indique sur la love money de l'État. C'est clair qu'il y a la love money de famille, des proches, point de départ. Et puis il y a quelque chose qui se développe aussi. Alors côté WeSeed, je ne sais pas si ça répond, enfin peut-être un petit peu après, pas au moment où vous en êtes, mais clairement il y a les pairs, PAIRS. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se construisent et qui financent les premiers mois, voire les premières années de perte avant le chiffre d'affaires ou avant que le chiffre d'affaires génère la marge et permette de couvrir les coûts par des chefs d'entreprise qui sont dans le capital, 5, 10, et qui suivent cette aventure et qui permettent ensuite d'accrocher des business angels, des fonds, etc., etc. Et donc, cette problématique de love money est une vraie problématique, et notamment sur la création et la création innovante, sur des choses non matérielles, très disruptifs. D'autres questions? Ces pairs, excusez-moi, on peut les contacter de quelle façon, s'il vous plaît?
Comme Média, par exemple, est une association qui regroupe des entreprises. Si vous n'êtes pas adhérent, je vous invite à rejoindre, ou le comité Richelieu. Je peux dire un petit mot. Il existe, madame est représentante du réseau Entreprendre, il existe en France au moins 2 réseaux, 3 d'ailleurs avec Active, donc 2 réseaux qui accompagnent des très jeunes dans le sens entreprises très jeunes, hein, enfin, ou aider très jeunes, ou voilà, projet très jeunes, donc au démarrage. Hein. Donc il y a le réseau Entreprendre et le réseau Initiative qui sont présents dans toutes les régions, donc des plateformes initiatives, je crois qu'il y en a 300 sur l'ensemble du territoire français. Et donc là, vous allez pouvoir frapper à la porte. Et alors le principe de ces 2 réseaux, Initiative et Entreprendre, c'est à la fois un accompagnement, mais aussi un prêt d'honneur. Alors le prêt d'honneur, il a l'avantage d'être évidemment complètement non dilutif dans votre capital, au moment où vous allez créer l'entreprise. Et donc, par contre, il faut effectivement avoir créé votre entreprise. Donc des prêts d'honneur qui peuvent être tout petits et qui peuvent monter jusqu'à 30 000 € par entreprise et par porteur de projet. Donc chez Scientipo Initiative, que je préside depuis 12 ans, nous avons effectivement, qui est une plateforme complètement dédiée à l'innovation sur la région Île-de-France, nous avons des prêts d'honneur qui peuvent aller jusqu'à 120 000 €, ce qui est quand même assez significatif pour le démarrage. On peut rajouter également les dispositifs très anciens de cautionnement mutuel. Vous avez des structures comme la CIAJ et Socama, proches du groupe BPCE, les Crédits Mutuels, qui se portent caution à votre place. Et donc qui aident ces mécanismes de démarrage. Mais je crois que sur ce démarrage, le maître mot, c'est ce que Laurent Renard disait tout à l'heure, c'est la problématique de l'accompagnement, qui est d'être accompagné pour connaître l'ensemble des acteurs du financement, être accompagné pour élaborer un BP, un plan de trésor, etc. etc. C'est dans cet accompagnement qu'on trouve les volumes de financement nécessaires pour démarrer. Dernière question peut-être, je parle sous le contrôle. Allez-y, allez-y. Pour donner le micro. Monsieur. Que vous voyez du dossier que vous voyez passer et qui, de votre point de vue, a toutes les chances d'aboutir et de devenir, de croître et de grandir. Est-ce que bon, je me doute que c'est pas une science exacte, mais est-ce que vous avez voilà, 3 ou 4 grands axes qui se dessinent? Le premier axe, c'est l'homme ou la femme qui porte le projet. Hein, je crois que c'est essentiel. C'est qu'il faut en tant que financeur, il faut qu'on ressente l'envie, la passion, l'envie d'avancer. Être chef d'entreprise, c'est difficile. C'est plein d'embûches. Bon, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication. Et il faut qu'on le sente auprès du chef d'entreprise ou de la personne qui vient porter son projet. Moi, c'est mon premier critère. Hein. C'est vraiment mon premier critère. Et puis après, effectivement, il faut évidemment une bonne idée, une bonne nouvelle idée, on va dire. Voilà. Mais ensuite, c'est un peu la boule de cristal. Hein. Pas mieux que la boule de cristal. Pour faire très simple, pour nous, en tant que fonds, c'est la personne qui va compter en premier parce que, en gros, on investit pour une durée minimum de 5 ans. Donc, il faut être capable de s'entendre avec la personne et de partager sa vision. Si déjà on n'est pas capable d'avoir ça, on ne peut pas aller plus loin. Parce que se forcer, c'est comme pour n'importe quoi, ça donne jamais de bons résultats. Donc, on peut faire le comparatif avec un mariage. Si déjà dès le départ ça va pas, faut arrêter. Donc voilà, c'était pour caricaturer, mais c'est ça. Faut partager la vision de la personne, et donc c'est l'humain avant tout. C'est l'humain avant tout, mais ça suffit largement pas. Je préciserai l'humain, moi. Ce qu'on recherche, nous, c'est le niveau d'écoute active du dirigeant, parce que
comme vous le dites l'un et l'autre, c'est vrai qu'on part pour une aventure, donc il faut qu'on soit dans un échange constructif. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, mesurer l'écoute active du dirigeant ou de la dirigeante. Mais comme ça ne suffit pas, on a, nous, quelques critères quand même, qui sont le fait qu'on a déjà la preuve du concept. En tout cas, chez WeSeed, hein, ce n'est pas l'entreprise idéale, mais c'est tel qu'on voit l'appétence de nos investisseurs particuliers sur les projets qui nous sont amenés ou qui viennent sur la plateforme. Donc il faut que la preuve du concept soit faite, parce que financer des projets papier, c'est quand même méga risqué, donc c'est pas vraiment le rôle quand même des investisseurs, et a fortiori des investisseurs particuliers. Il faut que cette preuve du concept soit pas loin de rencontrer son marché, mais en passant par une analyse du marché qui est quand même fine pour qualifier le marché. Est-ce qu'on parle d'un marché en émergence, en décollage ou à maturité, parce que les critères de réussite ne seront pas du tout les mêmes selon les différentes phases de ce marché. Et puis après, on a, nous, le critère un peu de la boule de cristal qu'on matérialise par la magie qui fait la différence. Et là, c'est une des caractéristiques de WeSeed, ça revient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une ambition de création de valeur sociétale, pas au sens social du terme, mais que ça réponde à un besoin et un enjeu de la société. Et on voit que les particuliers, chez nous en tout cas, sont très attentifs à ce que le projet réponde à un vrai besoin et que ce ne soit pas la énième application iPhone qui permet de faire on ne sait pas quoi, c'est-à-dire qui crée le besoin avant d'y répondre. Et ça, c'est extrêmement important, mais c'est parce que c'est en phase aussi avec les valeurs qui amènent les particuliers sur le crowdfunding. Je pense, comme tout le monde, que l'humain est essentiel. Alors, je suis un peu déformé, hein. J'ai passé plusieurs années à la médiation du crédit aux entreprises sur des entreprises en crise, mais une des raisons pour lesquelles j'ai vu des entreprises se casser la figure, petites, grosses, très très grosses, la plus grosse, il y avait 5 milliards de financement Petroplus au bilan de l'entreprise. En démarrage, en croissance, en déclin. Il faut énormément de qualité pour être chef d'entreprise, pour conduire, diriger un ensemble complexe. Il y a une qualité qu'il faut avoir, et quand on ne l'a pas, on est en risque, c'est lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ce qui permet d'être accompagné, de travailler avec d'autres. Et si on ne peut pas travailler avec d'autres, écouter les gens, on se casse la figure. Voilà, écoutez, merci à tous. Alors, parce que j'ai une expérience aussi d'investisseur particulier en tant que business angels. Donc j'ai investi dans à peu près une quinzaine de startups. J'ai pris des talls dans 5, voire 6. Et sur ces talls, et je le dis comme ça, les 3/4 étaient liés à des problèmes de financement, parce qu'on était sur de l'innovation, sur des marchés émergents, et qu'il n'y avait personne pour prendre le relais des business angels. Et donc problème de trésorerie, pas de chiffre d'affaires, et donc les boîtes ont été pliées, même si elles étaient portées par des équipes magnifiques, et qu'elles avaient des idées magiques, et qu'elles répondaient à un super besoin. Mais problème de financement, c'est quand même le premier écueil. Et donc quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, il faut quand même penser 3 ou 4 coups à l'avance, hein, parce que sinon c'est sûr qu'on se plante. Et dans le reste des cas, c'était comme vous le dites, une espèce d'obstination du porteur de projet et du dirigeant sur des axes stratégiques qui visiblement étaient voués à l'échec parce que le marché n'était pas là, ou parce qu'on n'était pas au bon moment. Enfin, l'innovation était belle, le projet était beau, et l'entrepreneur sans doute très motivé, mais c'était pas le bon moment. Donc right man at the right place, c'est quand même la clé. Merci beaucoup. C'est un beau mot de la fin. On va en rester là pour l'atelier. Sur le site et sur l'application, il y a une application. Allez sur les machins store, il y a une application comme Media. Il y aura évidemment un compte-rendu. Et dans ce compte-rendu, vous trouverez les coordonnées, les mails des intervenants de l'ensemble des ateliers. Donc nous restons à votre disposition pour poursuivre cet échange. Merci à tous. Très bonne journée.